Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. Ce mois, nous parlerons de transparence dans le secteur des industries extractives avec un invité de marque que vous découvrirez en écoutant ce podcast. Je rappelle déjà que vous pouvez nous écouter sur notre page de publication impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network en cliquant sur le lien de taxcast.net et en recherchant l'onglet en français. Retrouvez-nous sur Twitter, hashtag Impôts Social ou sur Facebook, Impôts et Justice Sociale. Pour ceux qui ont l'application Stitcher, nous sommes aussi présents. Enfin, vous pouvez nous écrire ou aller sur notre page YouTube www.impôts et justice sociale ou nous écrire à l'adresse impôts avec s-8 social @outlook.fr. Voilà pour la une. À tout de suite pour le détail de cette grande interview. Je vous le disais en une de ce programme, nous parlerons de transparence dans le secteur des industries extractives et du bénéfice que cela peut avoir pour la justice sociale et la justice économique. Et notre invité, je vous le révèle, est le docteur Rakoto Malala Herindweni Olivier. Il est le ministre des Mines et des Ressources stratégiques de la République de Madagascar. Pour ceux qui ne savent pas, Madagascar est la grande île située au sud-est de l'Afrique. C'est un pays qui regorge d'importantes ressources et le pays a accepté volontairement de se soumettre au processus de transparence de l'ITIE, qui, je vous le disais, est un indicateur important pour l'indice d'opacité financière de Tax Justice Network. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec le docteur Rakoto Malala Herindweni Olivier, ministre des Mines et des Ressources stratégiques de Madagascar. Alors, monsieur le ministre des Mines publiques de Madagascar, Madagascar est à cette réunion de l'ITIE internationale, la première en Afrique. Et il faut dire que Madagascar est un ancien pays membre de l'ITIE depuis 2008 déjà. Mais on est dans une nouvelle ère de l'ITIE. Quel est votre sentiment en tant que ministre des Mines, ministre d'un pays qui a appliqué l'ITIE depuis un certain temps? Merci pour la question. Je voudrais préciser que donc on était pays candidat depuis 2008, mais comme vous savez, il y a un processus de validation pour devenir pays membre. Donc on est en plein processus dans cette validation pour la conformité du pays selon les normes IATI. Donc on a été candidat depuis 2008, mais on a déjà fait la première validation en 2017. Deuxième validation en 2019. Donc là, on prépare la troisième validation et dernière validation pour devenir pays membre. Donc vous me demandez le sentiment. C'est vraiment un sentiment d'optimisme pour aboutir à ce long processus de validation en tant que pays membre qui va se faire bientôt. Donc un engagement aussi, conviction et engagement dans le processus de transparence en termes d'industrie extractive au niveau du pays. L'objectif de transparence vise à mieux gérer les ressources extractives. Alors, lorsqu'on parle de Madagascar, on connaît la beauté de la faune et de la flore, mais on ignore beaucoup du potentiel minier de Madagascar. Que vaut aujourd'hui ce potentiel et surtout, quel est le niveau d'exploitation qui nécessite aujourd'hui que vous vouliez qu'il y ait absolument une meilleure gouvernance? On a été béni par Dieu. On a à la fois le contexte géologique pour les substances qu'on peut voir dans les socles cristallins, comme les différentes pierres, les métaux de base, métaux ferreux, non ferreux, métaux précieux.
Mais on a aussi le bassin sédimentaire, un grand bassin sédimentaire, là où on pourra donc voir les ressources pétrolières, gazières. Et donc on a ces potentialités, mais la plupart du temps, ça reste encore au niveau potentiel. Donc on a besoin des investissements pour transformer ces potentiels en richesse. Il y a déjà des grandes exploitations comme le nickel-cobalt par le consortium japonais-coréen. Avant, c'était canadien. Mais on a aussi le Rio Tinto qui est présent pour l'ilménite. Et sans parler de l'or, des pierres précieuses, vous savez qu'on est parmi les plus grands exploitants des pierres précieuses de saphir et de rubis. Mais la plupart du temps, tout ça, c'est à formaliser pour vraiment atteindre l'objectif que ces ressources apportent vraiment un bienfait pour la communauté. Et donc votre question, on a plusieurs ressources et actuellement avec cette transition énergétique, nous disposons du lithium, nous disposons des nickel, cobalt, du graphite, parce que quand on parle de transition énergétique, en fait c'est la conservation de l'énergie, le stockage de l'énergie qui est le problème, donc c'est la batterie. Et actuellement, quand on parle de batterie, c'est la batterie à lithium-ion qui est donc vraiment en vogue. Et pour l'anode, c'est le graphite. Le cathode, c'est nickel, cobalt, manganèse. L'électrolyte ion qui est l'électrolyte, on utilise le lithium. Tout ça, on le dispose chez nous. Donc, vraiment, on voudrait structurer tout ça pour mieux profiter au pays. Et on vient d'adopter un code minier qui parle dans un chapitre ces substances stratégiques réellement pour créer aussi une filière qui tient en ligne de compte ces nouveautés dans le monde actuel, là où on parle de transition énergétique, mais nous, je voudrais parler aussi de transition numérique parce qu'il y a beaucoup de substances qu'on a besoin pour la transition numérique, toutes les nouvelles technologies qui utilisent les terres rares. Nous disposons aussi des terres rares et aussi les cuivres et tout ça pour toutes les substances nécessaires à ces transitions numériques. Donc, globalement, on voudrait que les ressources minières soient vraiment un pilier du développement, de l'émergence du pays selon le standard international. Et notre président avait 10 engagements et la gestion des ressources naturelles fait partie de son dixième engagement et qu'il a bien insisté sur la gestion durable de nos ressources naturelles dans son engagement numéro 10 envers le pays. Et les mines, ce sont des ressources naturelles non renouvelables. Donc on doit réellement tenir en compte ces processus de transparence, de redevabilité pour que la gestion soit réellement durable et l'impact sera ressenti au niveau de la population même. D'accord. Alors, cet engagement pour une exploitation durable et une exploitation transparente, bien au-delà de la société civile ou du secteur privé qui est engagé, nécessite aussi que certaines entités publiques, notamment les ministères en matière d'environnement, les ministères en matière de finances, puissent être impliqués. Quel est actuellement le degré de sensibilisation que ces acteurs ont, autant que votre département, qui est celui des mines et des ressources naturelles? Oui, justement, vous avez raison. À part les sociétés civiles, les secteurs privés, c'est bien pour cela qu'on a mis en place ce qu'on a appelé les groupes multipartites et donc les privés. Donc il y a la société civile, mais il y a aussi le gouvernement. Donc ils sont représentés dans le comité national, dans le groupe multipartite, et ils sont représentés même au niveau de ce comité national, des représentants permanents et aussi suppléants, et leur participation sont vraiment très utiles dans le processus, vu que quand on parle de transparence,
le paiement des ristournes, des redevances, ça se passe au niveau des trésors publics. Bien sûr. Donc il faut qu'ils soient sensibilisés Et même déjà le bon calcul de ces ristournes, il faut bien les calculer en amont. Oui. Eh bien, actuellement, dans les mesures qu'on a déjà prises ces derniers temps, le calcul se font au niveau central pour l'assiette avec laquelle on va prendre les ristournes et les redevances. Et là, c'est un consensus avec le ministère des Finances, le ministère des Mines, les douanes, pour les valeurs qu'on doit déterminer pour évaluer la rente. Donc tout ça, vraiment, on a une bonne collaboration entre ces entités. Il y a même la primature qui est dedans aussi. Donc là, au niveau Madagascar, ce groupe fonctionne vraiment à merveille. Et on a actuellement donc avec moi dans cette délégation le chef de file du groupe gouvernement et aussi le chef de file du groupe société civile. Et tout ça, c'est pour vous montrer que le groupe multipartite fonctionne comme il faut selon les exigences de la norme. Et je voudrais quand même insister sur le fait qu'il y a une collaboration plus étroite. Parce que pour le gouvernement, il y a les autres ministères. Mais entre nous et le ministère des Finances, il y a aussi la décentralisation. Bien sûr. Parce que les mines, c'est pas en ville, c'est local, c'est dans les communautés. Donc on a cette collaboration étroite parce que la redevabilité, l'utilisation des fonds, nous on récolte les redevances. Les finances le reçoivent, mais l'utilisation c'est au niveau local. Donc voilà comment ça fonctionne. D'accord. Alors vous avez parlé de ce groupe multipartite et justement l'ITIE c'est aussi l'exigence d'un secrétariat permanent qui fonctionne de manière effective avec un personnel à l'abri de défis de rémunération. Comment est-ce que l'État de Madagascar garantit cela lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup de sollicitations de la part du peuple et que les ressources ne sont pas toujours en quantité effective? Oui, au départ, quand on a entamé ce processus d'intégrer la norme IETI en 2008, ça a été financé par un basket fund, les PTF, il y a beaucoup de la Banque mondiale, les partenaires techniques et financiers, mais cette année, le gouvernement, justement pour pouvoir faire fonctionner normalement le secrétariat exécutif, on a pris à intégrer au mois de mars cette année, qui est le nouveau statut de l'IETI Madagascar, qui est donc actuellement considéré comme un établissement public établissement national à caractère administratif, et qui va donc permettre au ministère des Finances de transférer des fonds pour les faire fonctionner. Et c'est un engagement du gouvernement actuellement pour que l'IETI Madagascar soit pérenne, pas seulement dépendant des dons, mais vraiment l'engagement de l'État en attribuant annuellement des budgets pour le fonctionnement. Et donc là, c'est garanti actuellement. On vient de nommer un agent comptable pour l'IETI Madagascar qui va donc gérer la finance publique qui va être transférée bientôt au niveau de l'IETI Madagascar. Et ça, c'est pour garantir vraiment la pérennité. Mais surtout, ce qui est très important, c'est l'engagement du gouvernement à le faire fonctionner normalement. On dira que Madagascar a déjà validé l'indicateur 1.4. Oui, on a validé, mais vous savez, c'est beaucoup plus précis que ça en termes d'exigence. Mais on est dans la bonne voie. Comme pour votre première question, on est vraiment optimiste pour la pérennité, déjà la validation et la pérennité de ce processus de transparence. Évidemment, Monsieur le Ministre. Alors, la mise en œuvre, ça c'est l'avant-dernière question. La mise en œuvre de la norme ITIE requiert de la part des parties prenantes un long moment d'apprentissage. Aujourd'hui qu'on a même une nouvelle norme, c'est pratiquement une recette à zéro. Il faudra apprendre. Il y a des questions comme la fiscalité du secteur extractif qui reste très complexe, la transparence sur les bénéficiaires effectifs, le suivi effectif des paiements sociaux et des aspects comme les aspects du genre, la protection du droit des femmes,
qui sont parfois très impactés dans les communautés. Alors, c'est vrai que votre validation commence bientôt, mais comment est-ce que vous prévoyez d'adresser ce problème aussi bien pour la validation actuelle que pour les processus futurs? Bon, pour la validation actuelle, vous avez raison, il y a un processus d'apprentissage. Donc, cette année, il y avait déjà 2 formations qui ont été organisées par la Banque mondiale pour ces groupes multipartites, pour que tout le monde soit sur le même niveau d'information sur l'exigence des normes, bien qui sûr. Évolue aussi dans le temps. Hein. C'est pas la Bible. Hein. Donc, il y avait au mois de février, et puis aussi, et même, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, il y avait encore une formation qui a été donc financée par la BAD sur par exemple les contrats miniers. Oui, bien sûr. On a reçu cette formation mais la Banque mondiale a financé de formation. Mais nous, le gouvernement a opté pour le futur, votre question pour le futur, intégrer dans la loi même le processus de transparence pour tous les gens qui obtiennent des permis miniers, tout. Et on a mis ça dans un chapitre entier pour le nouveau code minier, à l'article 297, plus précisément, l'obligation de faire partie intégrante du processus, tous les acteurs dans le secteur minier. Et la même chose pour l'approche genre, on a mis aussi dans le nouveau code pour pérenniser ce processus. Et comme on a entendu pendant les discours d'ouverture, même l'exigence avant les RSE, les responsabilités sociétales des entreprises, c'était un processus volontaire. Oui. Mais nous aussi, avec ce nouveau code, on a mis dans ce nouveau code que le plan de responsabilité sociétale des entreprises c'est une obligation qu'on doit matérialiser par une convention tripartite entre les populations locales, les autorités locales et l'opérateur minier. Comme ça, c'est un processus transparent et que le plan soit validé par ces gens-là et que les populations savent quelles sont les obligations de ces entreprises et que c'est pas parce que c'était une démarche volontaire, ils ont un plan de responsabilité sociale des entreprises, mais parfois c'est donné aux ONG pour la mise en œuvre de ces plans et les populations se sentent étrangers dans et l'impact n'est pas toujours ressenti. Donc là, on a exigé dans la loi que vous allez discuter ensemble. Qu'est-ce que la population attend de ces sociétés pour l'amélioration de leur... Et on évaluera l'impact en fonction de la conformité aux attentes exprimées en amont. Voilà. Oui. Donc voilà, on pense dans le futur, comme votre question, que déjà les sociétés font partie intégrante de normes et les normes IETIE soient déjà, depuis l'obtention des permis, comme étant une obligation. Bien sûr. Mais après, il y a aussi... pour que l'impact, parce que l'objectif c'est toujours la redevabilité, l'amélioration de la redevabilité, la transparence. Oui. Et tout ça, c'est pour ça qu'on a mis même les choses que les sociétés vont faire soient transparentes et discutées directement. Et la loi directement contient tout ça. Absolument magnifique. Ça c'est l'innovation qu'on a apportée et on a mis même dans la loi que dans le contenu local. Il faut aussi un plan d'information et de formation des communautés locales et aussi des gens locaux, parce qu'on parle toujours que même compétence, on prend les locaux, mais s'ils ne savent même pas ce qu'il faut faire, donc il faut un plan aussi pour augmenter leur niveau de connaissance du processus minier, des capacités, mais aussi pour vraiment anticiper que les pourcentages des contrats ne soient pas partis dans les prix de transfert. Oui, absolument. Il faut qu'ils savent tout ça pour éviter que non, ils sont contents, on donne une petite chose, mais ils ne savent même pas les contrats. Et nous, on a exigé dans la nouvelle loi, à l'article 240, que les contrats soient remis au niveau des maires
pour qu'ils savent que y compris les annexes, monsieur le ministre. Les cahiers des charges. Y compris les annexes et le cahier des charges. C'est ça, les cahiers des charges. Il faut que les sociétés remettent, mais nous aussi on a l'obligation de remettre aux communautés. Le souci avant, c'est que les gens viennent déjà avec leur contrat, avec leur permis, ils exploitent sans savoir tous les cahiers des charges. Et le cahier des charges, c'est nouveau aussi. Avant, il n'y avait pas de cahier des charges. Oui, bien sûr. Donc là, dans la loi actuelle, il y a l'exigence du cahier des charges qui va être un canevas pour suivre les engagements en termes de transparence, en termes d'environnemental, en termes social. Et aussi, en plus, des exigences en termes techniques. Bien sûr. Donc là, on a l'obligation de remettre au niveau des communes, des autorités locales actuellement, charge à eux d'expliquer à la population. Voilà. Alors, peut-être la dernière question, c'est beaucoup d'engagement, c'est finalement beaucoup de sacrifices. Est-ce que vous prenez une partie du budget de l'État pour atteindre cet objectif? Quel est l'impact que vous, en tant que ministre des Mines, vous rêvez de voir avec ce processus? Quel est l'optimisme d'impact que vous avez par rapport à ce processus? Donc on voudrait, ce qu'on voit clair dans notre processus, c'est que ça va déjà, premièrement, que l'impact de l'extraction de nos ressources soit ressenti au niveau des communautés, là où les ressources sont parties, premièrement, mais au niveau national, ce processus va nous permettre d'augmenter la contribution du secteur minier au niveau du PIB sur le long terme. Mais dans l'immédiat, on a commencé les réformes, on commence à ressentir déjà l'effet sur l'augmentation des recettes venant du secteur minier, surtout au niveau de l'exportation. Quand on a formalisé les acteurs locaux, les mines artisanaux, on les a formalisés depuis l'année dernière. Le Conseil des ministres a adopté le 4 mai l'année dernière, 2022, pour l'encadrement pour avoir un processus transparent au niveau de la source. Parce que nous, on reste sur les systèmes déclaratifs en termes de ristourne, de redevance. Ils ne sont pas formalisés. Vous ne pouvez pas avoir. Et le souci avant, c'est qu'il y a toujours les trafics. Ils peuvent toujours avoir les papiers par un moyen ou un autre. Là, avec le processus très transparent de canalisation depuis les sources au niveau des communes même, des encadrements des CE, on a cette année parmi les plus grands recettes d'exportation des produits des mines depuis l'existence de Madagascar. Intéressant. Donc cette année, on avait ça comme résultat immédiat. C'est peut-être ponctuel, mais on pense que quand tout ça s'est pérennisé, ça va devenir une habitude et donner voilà. Plus de ressources financières au pays. Voilà, directement. Et on n'attend pas trop longtemps pour ressentir et même au niveau sécurité, quand les gens pouvaient travailler d'une manière transparente avec des papiers encadrés par l'État, les gens pouvaient travailler dans les groupements des mines artisanaux au lieu de faire le banditisme, le vol de zébus. Ils ont travaillé dans les mines, dans les groupements encadrés par l'État et tout de suite l'effet ressenti au niveau local, c'est la sécurité, c'est la fierté que et nous on a pris aussi la disposition que les ristournes sont payés directement au niveau trésor régional. On ne monte plus au niveau central. Donc comme ça c'est la redevabilité immédiate. Et ça c'est ressenti directement au niveau local. Ce qu'on peut vous dire actuellement depuis l'année dernière, vous avez l'orthodoxie financière de l'État quand ça monte au niveau central, les redescendre. C'est toujours très compliqué. Et donc on fait passer au niveau du trésor régional et nous, ministère des Mines, nous donnons plus de laisser passer pour faire transporter les produits miniers sans avoir payé déjà au niveau régional avec le calcul fait par l'administration, mais pas parce que l'administration locale, ils ne savent pas vraiment c'est combien, comme votre question avant, c'est comment la collaboration avec eux. Donc là, c'est une disposition aussi qui a été prise pour réellement avoir la traçabilité depuis les sources.
à faire directement la redevabilité au niveau régional. C'est beaucoup plus facile de suivre le reversement vers les communes, des ristournes vers les régions quand c'est fait localement. Évidemment. Monsieur le ministre, merci. C'était trop de questions, mais vous y avez répondu et je suis vraiment en marge d'être journaliste. Je suis un acteur de la société civile et je ne peux être que heureux de voir un gouvernement qui travaille dans la difficulté parce que Madagascar, ça reste un pays très complexe avec une réalité politique difficile. Merci au docteur Rakoto Malala Henry Olivier, ministre des Mines et des Ressources stratégiques de Madagascar. Vous l'aurez compris, la transparence dans la gestion des ressources a toujours des retombées économiques, mais surtout des retombées sociales. Elle permet de maintenir la cohésion et la justice sociale dans un pays. Nous donnons bon vent à Madagascar dans son processus et nous espérons qu'elle atteindra finalement son objectif de validation. C'était tout pour cette édition. Nous reviendrons le mois prochain avec une autre édition de votre podcast. D'ici là, portez-vous bien, mais si vous voulez nous réécouter, allez sur notre page de publication impotsocial.lipsyn.com, Lipsyn avec SYN à la fin, mais vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network, notamment de taxcast.net, et vous cherchez l'onglet en français. Et pour ceux qui aiment les réseaux sociaux, Twitter, hashtag Impôt Social, YouTube, www.impôt et justice sociale, Facebook, Impôt et justice sociale et Stitcher. Vous nous retrouverez. Et enfin, pour ceux qui veulent nous écrire, impôt-8 social@outlook.fr. Voilà ce que nous avions pour votre édition de ce mois. À très bientôt. Au revoir.